Bonjour Lucie Mariotti. Bonjour mon cher Sam. Ça va toujours? Je vais très bien et je suis ravie d'être là. Mais moi aussi. On a une relation quand même depuis 7 ans, Oui, je trouve. on parlait tout à l'heure, tu parlais de loyauté, de régularité, c'est exactement ça. Je crois que toi et moi, on est fidèles l'un à l'autre. Et je me suis dit, quoi de mieux pour commencer cette interview 7 ans après pour la Villa des Cœurs Brisés et pour toi aussi Lucie Mariotti et pour toute notre communauté qui est en train de nous regarder avec une réaction à notre toute première interview. Tu veux? Ah oui, c'est revival. Ça remonte, regarde. Moi perso, j'adore le programme. Mais Lucie, donc c'est toi qui es la love coach dans ce programme et qui vient en aide aux candidats. Tu les aides apparemment à trouver l'amour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste réellement ta fonction dans l'émission? J'ai la chance en effet d'être la love coach des célibataires de la Villa des Cœurs Brisés et ma fonction c'est de les accompagner dans leurs relations sentimentales. On sait que ces célibataires qui ont souffert sentimentalement parlant sont venus ici pour trouver l'amour et réparer leur cœur, brisé en l'occurrence. Oui. Et j'ai le plaisir et la chance de pouvoir les accompagner dans ce processus. Il y en a du chemin. Il y en a des chemins, et alors attends, je vais quand même te dire un truc qui est quand même très important, qui n'a rien à voir avec le schmilblick en direct. Mais tu vois, ce haut que j'ai, je l'ai encore dans ma penderie, sauf que je le mets plus parce que je ne rentre plus dedans. C'est-à-dire qu'entre cette vidéo et aujourd'hui, il y a 15 kilos de plus. Alors, il y a 7 ans d'écart, mais il y a surtout 15 kilos de plus. Mais il y a surtout, je pense, 15 kilos de maturité, d'expérience et de chouettes aventures. Et encore merci de me recevoir à chaque fois parce que c'est vraiment toujours un plaisir. Donc je te propose, c'est notre tradition comme chaque année, de passer en revue tous les candidats du programme. Avec plaisir. Et tu pourras nous partager soit leurs problématiques, soit leur profil de séducteur ou séductrice, Bien leurs sûr. points forts, leurs points de développement ou une anecdote. Tu te sens libre, comme à la maison, tu dis ce que tu as envie, Lucie. C'est très joliment dit, leur point de développement, j'aime beaucoup. Oui, point faible, Non, ce serait péjoratif. C'est un point de Exactement. développement, je suis Parce d'accord. que on n'a pas de faiblesse, Non. en fait. On a des zones d'amélioration. Tout à fait. Et je crois que les mots sont très importants. Oui. On va commencer par Julien, Oui. célibataire depuis 8003 jours, mais c'est énorme. Julien le golfeur. Il est marrant, Julien. Il fait très gendre idéal, tu trouves pas? C'est vrai. Il a vraiment le côté gendre idéal, sauf qu'en fait, c'est certainement un gendre idéal, mais c'est surtout quelqu'un de très drôle. Il a énormément d'humour et c'est quelqu'un qui a vraiment fédéré tout le monde dans la villa. C'est-à-dire que tout le monde l'a apprécié. On ne peut pas apprécier quelqu'un totalement ou tout le temps, mais tout le monde a apprécié son côté vivant, son côté présent, son côté généreux, son côté drôle, etc. etc. Donc oui, il était célibataire depuis très longtemps et je pense que c'était une bonne chose qu'il soit célibataire depuis très longtemps parce qu'il se posait de vraies questions. Et je pense que quand on n'est pas dans une espèce de... sans atteindre forcément la certitude, quand on ne se sent pas prêt, quand on sent que ce n'est pas le moment pour soi, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et pour le coup, apparemment, sur les réseaux sociaux, il est accompagné d'Emma Cateman. Voilà. Tu me l'apprends? Ah, je te l'apprends? Complètement. Ah, d'accord. Bon, voilà. Non, je rigole. Ah, attention. Mais je sais que ça bat un petit peu de l'aile. Voilà, c'est pas forcément évident dans la vraie vie entre Julien et Emma. C'est quelque chose que toi, tu pouvais voir au moment du tournage. C'est quelque chose que tu peux prédire, même si je sais que tu n'es pas médium du tout. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux prédire en effet, mais c'est quelque chose que tu peux ressentir et tu ne peux pas prédire parce qu'en fait, la vie est un mouvement. La vie est vivante par définition, donc c'est un mouvement, donc elle change tout le temps. Et elle change en fonction de chaque pas que tu poses, de chaque mot que tu dis et de chaque action ou direction que tu décides. Donc tu peux pas, c'est difficile en effet de prédire. En revanche, tu peux pressentir des choses et te dire, ça, ce que je vois aujourd'hui, ce point de vulnérabilité, s'il n'est pas réparé, s'il n'est pas traité, ou en tout cas s'il n'est pas au moins dit et considéré, à un moment donné, ça va faire que ça va être compliqué. Et c'est quelque chose qui a été vu très rapidement dans leur couple, puisque, alors je ne sais pas où on en est dans la diffusion des épisodes, mais Emma et Julien, j'ai eu l'occasion pour le coup de les coacher ensemble, parce que je voyais bien qu'au-delà de la problématique d'Emma, il y avait quelque chose qui se reportait sur le couple et qui commençait à créer des tensions entre tous les deux. Donc après, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet élan qu'ils ont pris ensemble dans la villa? Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont avoir la conscience, la motivation amoureuse, parce que c'est que ça finalement, tu es motivé, tu aimes quelqu'un, et du coup tu te donnes tu prends l'effort qui est nécessaire pour combattre finalement cette difficulté. Mais c'est vrai qu'au départ, avec Emma, il y avait des petites zones de vulnérabilité. Donc à eux de faire en sorte de continuer le travail qu'ils ont entamé pendant cette saison 7. Il y a Flo André aussi dans Oui. Les Séducteurs. Alors lui, annoncé célibataire depuis 1035 jours. Au début de l'aventure, il y a un rapprochement avec Belle. Il y a une embrouille aussi, on peut dire ça comme ça, avec son ancien meilleur ami Nicolas Ferrero qui est développé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Nicolas Ferrero. On va en parler également. L'amitié, est-ce qu'elle peut être vécue comme une sorte d'amour, Oui. avec autant d'amour que de haine? Oui.
Alors d'abord parce qu'encore une fois, c'est la même zone au niveau neurologique, je crois que tu le sais, mais en fait, si tu fais une IRM cérébrale et que tu demandes à quelqu'un d'aimer ou de haïr, alors tu mets une situation évidemment, eh bien c'est exactement la même zone cérébrale qui s'allume. Ça fait des sapins de Noël, c'est le même endroit, c'est-à-dire que aimer ou haïr, c'est exactement le même endroit. Et en amour comme en amitié, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour amoureux, que ce soit l'amour amitié, c'est exactement la même chose. L'amour et la haine sont très proches, il n'y a qu'un pied entre les deux, qu'un pas. Et qu'est-ce que tu as pensé, avec quel œil tu as vu le comportement de Flo André envers Belle? Elle m'en parlait, moi, sur mon talk show Aja, il y a pas très longtemps. Elle me disait qu'elle s'était sentie utilisée. Alors, Comme si dans la tête de Flo, son couple avec Belle devait être programmé. Comme si la télé était peut-être plus importante que la sincérité. C'est une problématique que tu dois être confronté, toi, quand tu es en tournage aussi. c'est une problématique à laquelle je suis confrontée. Je pense que c'est une problématique que les influenceurs, les candidats de télé-réalité connaissent malheureusement très bien, parce que c'est très difficile de faire la part entre la stratégie et la vérité. Je suis au courant de manière malheureusement ou heureusement. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je souhaite et c'est quelque chose que la prod souhaite également, que je sois très peu au courant des histoires, en dehors des histoires dont j'ai besoin pour préparer mes coachings. Donc j'ai su bien sûr que, parce que je suis omnisciente entre guillemets sur ce tournage, j'ai su que Belle et Flo s'étaient rapprochés. J'ai su qu'il y avait eu un couac et que ça s'était mal passé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. En revanche, ce que je sais, c'est que Belle, j'ai jamais eu la sensation que pour elle, les choses n'étaient pas sincères. C'est-à-dire que même s'il y a eu peut-être de la stratégie chez elle, c'était malgré tout sur un fond de vérité parce qu'elle était sincère. Et c'est quelqu'un qui vit vraiment, qui aime vraiment, qui rentre en relation vraiment. Et je ne sais pas si c'est le cas de Flo. Donc en effet, je comprends qu'elle puisse se poser la question de une stratégie télévisée pour s'exposer médiatiquement ou une envie réelle de se rapprocher d'elle. Je comprends cette question. À un moment donné, il parle donc de son ancien meilleur ami, il le qualifie de plante verte. C'est quelque chose qui était revenu c'est malveillant. Quand Nico Ferrero Pardon, était dans... mais c'est malveillant et c'est bête, c'est gratuit. Je déteste en fait. Tu vois, ça c'est tout ce que je déteste. Comment un être humain peut se permettre de parler d'un autre être humain de cette manière? Comment? Surtout quelqu'un qui a partagé ta vie amicale. C'est honteux. Personnellement, je condamne ça et je trouve ça honteux. Tu voyais, toi, des points d'amélioration, de développement en Flo André? Alors, je ne l'ai pas coaché parce qu'il était séducteur. Et comme tu sais, les séducteurs n'ont pas été coachés, sauf ceux qui sont devenus en effet cœur brisé avec le temps. Je ne connais pas ce garçon. Je n'ai eu évidemment que au casting son profil qui m'a été présenté, etc. etc. Moi, c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas eu spécialement d'affinité. Il a été respectueux, j'ai été respectueuse, on s'est parlé correctement. C'était agréable de lui parler quand je le voyais, quand je venais. Mais ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu spécialement envie de coacher, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu spécialement envie de développer un dialogue, contrairement à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de bien, ça veut dire simplement que je n'ai pas eu d'affinité. Je ne l'ai pas senti. D'accord, mais il y a aussi une histoire d'énergie. Oui, c'est peut-être dur ce que je dis. Ça va peut-être étonner les gens, ça va peut-être blesser Florent, mais c'est ma vérité. Et il faut respecter cette vérité-là. Oui. Giovanni, lui célibataire depuis 60 jours, c'était un petit peu plus récent. Court. Voilà. Alors lui, il arrive avec quand même tout un tas d'histoires. Hein. Il vient de 10 couples parfaits, une émission qui est diffusée aussi sur TFX. C'est l'ex de Charlotte Bob. Sa meilleure amie, c'est Carla Talon. On apprend qu'ils ont eu aussi des relations avec Carla Talon. Donc on parlera justement de la friendzone peut-être un petit peu. Il se met en couple avec Cassandra. Il est très séducteur. Comment tu le vois? Comment tu le qualifierais, ce Giovanni national? Alors il se met en... Il n'y a pas un rapprochement avec Charlotte d'abord, dans l'émission justement, et après il se met en couple avec Cassandra, hein, c'est ça si mes souvenirs sont bons. C'est le séducteur, tu sais à qui il m'a fait penser? Non. À Julien Bert. Ah bon? Oui. Pourquoi? Il m'a fait penser à Julien Bert parce qu'en fait, je pense que tous les deux ce sont des séducteurs, mais pas des profiteurs et pas des méchants. Il y a les séducteurs qu'on appelle les charros, qui sont pour moi des prédateurs, qui manipulent leur proie. Donc une connotation à négative. leur dépens, exactement, une connotation négative et péjorative. Péjorative, petit cours de français lui aussi. Et il y a les séducteurs, comme Julien Bert, en tout cas à l'époque où je l'ai connu dans la saison 3, et comme ce que j'ai vu de Giovanni, après je ne connais pas tout le monde, mais d'avis comme ça, de première impression, qui sont des séducteurs drôles, vivants, enjoués, joueurs mais respectueux, à la cool. Et ça j'aime bien.
Je trouve que c'est une jolie façon de séduire et ils ont le droit. L'homme a le droit de séduire, la femme a le droit de séduire, on a le droit d'aimer qui on veut, on a le droit d'avoir des relations intimes avec qui on veut. À partir du moment où c'est consenti, où c'est transparent, je suis pour le fait de vivre, tout Et simplement. on peut avoir une relation, selon toi, d'amitié saine quand on a une relation charnelle, intime, avec sa meilleure amie? Alors, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps et je te remercie de m'en reparler parce que du coup, je vais pouvoir la développer un petit peu plus ici. Je pense que dès lors qu'il y a eu une attirance et peut-être des sentiments, mais en tout cas au moins une attirance physique, s'il n'y a pas eu un vrai sas de deuil, un sas de temps passé, un sas de décompression avant, ça me semble impossible. Ça me semble impossible. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis amie avec certains de mes ex-petits-amis parce que beaucoup de temps a passé, parce que le deuil a été fait, parce qu'il y a une certitude des deux côtés qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre et que c'était intelligent et sage de se séparer et qu'il n'y a plus du tout de séduction ou d'attirance. Si c'était le cas, ce ne serait pas des amis, ce serait des ex avec ambiguïté. Ou alors sex friend. Ou alors sex friend. Voilà, Exactement. plus vulgairement Et je ne sais parlant. pas ce que sont, pour le coup, Giovanni et Carla. Ils sont ex, ils ont eu des aventures ensemble, c'est ça? C'est ça. Voilà. Je vais te parler de Belle. Lors d'une foire aux questions, à la question « Tu t'es embrouillé sur le tournage ?» Elle a répondu « La question devrait être « Quand est-ce que je ne me suis pas embrouillé sur le tournage ?» Parce que là, je fais un effort pour essayer de trouver un moment où c'était tranquille, mais il n'y en a pas trop eu. Non. Pourquoi, selon toi, Belle suscite autant de micro-volcans comme ça autour d'elle? Je pense que quand je vais te donner la réponse, tu vas adhérer. Je m'avance un peu, mais je pense que tu ne peux que adhérer. Belle est belle. Belle est jeune. Belle est tout en extraversion, mais c'est-à-dire qu'elle est ouverte, elle est sensuelle, elle est charnelle, elle est vivante, elle est drôle, elle parle, elle rit fort, elle vit. Et Belle est libre. Belle s'assume et c'est la femme qui représente pour moi la femme d'aujourd'hui, qui séduit, qui s'habille comme elle veut, qui sort quand elle veut, qui fait ce qu'elle veut, tout en étant respectueuse. Et ça, on a beau dire, et les gens ont beau dire, oui, il faut que les femmes soient libres, il faut qu'on modernise, stop au sexisme, vive le féminisme. Et les gens parlent beaucoup, mais dès qu'ils se retrouvent confrontés à la réalité, il n'y a plus personne et les gens détestent. Voilà pourquoi ça s'est mal passé pour elle. Ça, c'est mon avis franc et même cinglant. Au départ, au début de l'aventure, elle se rapproche donc de Flo André, ensuite de Rémi. Elle essaye également de Je ne plaire… savais pas Rémi, tiens, tu vois. Tu vas apprendre beaucoup de choses ici. Hein. Elle essaye de plaire à Joyzy et finit par se mettre en couple dans la vraie vie. C'est ce qu'on a cru comprendre sur les réseaux sociaux avec Alan. Elle a posté des photos d'elle avec le maillot de Marseille. On a compris qu'il se passait des choses avec Alan. Qu'est-ce que ça signifie, le fait d'aller, j'ai pas envie de dire butiner comme une abeille parce que c'est peut-être pas la mauvaise expression, quoique je la trouve poétique. Non, c'est joli. Ça va, c'est joliment ça dit. me semble pas péjoratif. Mais certains sur les réseaux disent, ça veut dire que tu es perdu quand tu fais ça. Est-ce que tu penses qu'on est perdu quand on essaie d'obtenir comment dire, de découvrir et Ouais, de ressentir, de voir ce qu'on ressent. Et émotionnellement, oui, de voir ce qu'on ressent. Est-ce qu'on connecte ou pas, quoi? Est-ce qu'on connecte ou pas, en fait? C'est le principe. C'est ça. C'est terrible, c'est le principe de la vie. Je ne sais pas, quelqu'un qui va sur Internet et qui va faire des dates, on va lui dire qu'elle est perdue, cette nana ou ce mec, parce qu'il fait plusieurs dates avant de rencontrer la bonne personne. Tu cherches un boulot, tu passes plusieurs entretiens avant de trouver la bonne boîte dans laquelle tu vas bosser. Enfin, c'est le principe de la vie, en fait. C'est le principe de la vie. Alors, on peut appeler ça butiner. Et butiner, je trouve ça, pour le coup, très élégant et très joli. Je ne crois pas du tout que Belle soit perdue. Je pense que Belle avait une problématique et… Voilà, on comprendra plus tard, mais je pense que Belle, en effet, avait une problématique. Mais je ne pense pas qu'elle ait été perdue. Je pense encore une fois qu'elle est libre et vivante et qu'elle va où son cœur va. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est dur d'aimer Lucie, et je fais référence à Belle parce qu'elle s'est confiée à moi sur ce même fauteuil il y a peu de temps, quand on a le sentiment de ne pas avoir été aimé soi-même enfant. Oui. Parce que tu le sais, que c'est ce qui la touche, c'est le bagage de sa vie, quelque part. Comment aimer quand soi-même, on se dit qu'on n'a pas été aimé? En fait, on est du verbe naître et de l'auxiliaire être, aimer, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand on vient au monde, on est aimé. On ne l'est pas forcément par ses parents correctement, on ne l'est pas forcément par ses parents parfois tout court, on ne l'est pas forcément par les gens autour de nous, mais on est aimé par la vie. C'est le principe, la naissance et la vie, c'est le principe de l'amour. C'est la source de la vie, c'est l'amour. Simplement, en grandissant par les expériences, par les personnes qui nous entourent et les événements que l'on traverse, on perd ce cap et on croit qu'on ne l'est pas.
alors qu'on l'est. Donc finalement, ce n'est pas un apprentissage, c'est une reconnexion avec l'amour originel. Mais oui, c'est très difficile et ça demande du temps. C'est un travail de reconquête. En parlant de Belle, je te propose de découvrir un extrait vidéo. Elle t'a enregistré une petite vidéo exprès pour ton interview en toute intimité. Regarde et je te laisserai lui répondre. Hello Lucie, c'est Belle, j'espère que tu vas bien. Je voulais tout d'abord commencer cette vidéo en te remerciant pour cette aventure. C'était vraiment incroyable, rien que ta présence m'a aidé énormément. J'ai appris énormément sur moi. Et j'ai une question pour toi du coup. J'aimerais savoir ton point de vue et comment tu pourrais décrire mon évolution dans la Villa des Cœurs Brisés. Du coup, le début de Belle et la fin. Comment tu pourrais décrire ça? Un gros bisou. Enfin, à la fin, on va pas spoiler non plus. Hein. Non, mais je vais parler de son évolution. Je suis très touchée qu'elle ait fait ce message, mais ça ne m'étonne absolument pas. Tu vois, je suis touchée, mais pas surprise. C'est exactement ce que je disais de Belle. Elle est belle à tous les niveaux. Et c'est ce que je lui dis à un moment donné dans l'aventure. Je spoil un peu, mais c'est à un moment donné, c'est ce que je lui dis à la fin de l'aventure, pour tout te dire. Elle est belle partout, Belle. Elle est belle dans son âme, elle est belle dans son corps, elle est belle dans sa sensualité, elle est belle dans son cœur. C'est vraiment une très belle personne, à mon sens. Et je suis très touchée de ce message parce que j'ai eu la sensation qu'on avait créé un lien, elle et moi, et ça se confirme. Donc ça me fait plaisir et ça m'émeut. Son évolution, pour moi, la première chose qui m'est venue, donc la pure intuition, c'est que Belle, elle était en train de devenir une femme quand elle est rentrée dans la Villa des Cœurs Brisés, mais c'était encore une jeune fille. Elle est très jeune, hein, Belle, elle a 20 ans ou 21 ans, voilà, elle est très très jeune. Et pour moi, en sortant de la Villa des Cœurs Brisés et la femme que je vois aujourd'hui, elle est devenue complètement adulte. C'est-à-dire qu'elle avait ce côté très femme vis-à-vis de la féminité, vis-à-vis des relations avec les hommes, etc., etc. Mais elle avait ce côté très petite fille qui cherche son père. Et je dirais qu'aujourd'hui, Belle, même si elle a toujours cette envie d'aimer et de l'être qui est parfaitement humaine, qu'on a tous et toutes, aujourd'hui, elle a compris que c'était une femme adulte et qu'elle était responsable de sa propre vie et de son propre amour. Et donc, elle est devenue grande. C'était une petite fille et c'est devenu une grande dame. Et Charlotte Bob, alors pour le coup, Charlotte aussi, hein, c'est comme Giovanni, c'est 60 jours de célibat. Ah oui? Oui. Comment est-ce que tu l'as analysé? Qu'est-ce que tu as vu en elle? Quel est son point fort, son point de développement dans l'aventure? Alors, je ne l'ai pas coachée, à regret pour le coup, tu vois, ça fait partie des séductrices que j'aurais aimé accompagner parce qu'elle est mystérieuse. Je ne sais pas si tu as cette impression aussi, secrète. Mais elle est mystérieuse, secrète, exactement, etc. Pour moi, c'est une Miss France d'ailleurs, Charlotte. Elle a quelque chose, elle a beaucoup de classe, elle a beaucoup d'élégance. Ah ben, je savais pas. Tu savais pas? Mais non. Ah mais c'est incroyable, oui, je t'assure. Pour moi, c'est une Miss. Exactement. Elle a un parcours dans les Miss. Ah ben, tu vois, bon, d'abord, elle est très belle, elle a toujours beaucoup de classe, elle s'habille toujours très très bien. J'aurais beaucoup aimé l'accompagner parce que il y a quelque chose de très... Elle n'est pas dans la représentation. Hein. C'est pas tu vois, c'est pas une image de je fais attention à mon image, donc je suis lisse. C'est juste de la classe et de l'élégance. Mais ça m'a donné très envie d'aller derrière. Ça m'a donné très envie d'aller voir de l'autre côté du miroir, comme on dit, et de voir ce qu'il y avait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle a montré évidemment des émotions, elle a montré son tempérament, elle a montré ses sentiments, ses attirances, etc. Et moi, j'avais envie de découvrir qui elle était au fond. Qu'est-ce que c'est ton histoire? Qu'est-ce que sont les mécanismes peut-être dans lesquels tu as coincé ton doigt et dans lesquels tu as du mal à sortir? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes vulnérabilités, tes fragilités? De quoi tu as envie? C'est quelqu'un avec qui j'avais envie de poser plein de questions à chaque fois que je la voyais. Léna, tu as eu l'opportunité de passer un peu de temps avec elle parce que pour le coup, elle en a passé très peu. Oui. Dans la Villa des Cœurs Brisés. Oui. On sait que par la suite, elle a officialisé son couple sur les réseaux sociaux avec le célèbre footballeur français Adil Rami. Est-ce que ça peut être une légère problématique, c'est-à-dire se dire « Ok, j'ai envie de faire cette télé parce que je me sens célibataire, mais en même temps, j'ai rencontré peut-être quelqu'un à l'extérieur, c'est pas aller plus loin, mais je garde cette personne en tête. » Vous pouvez répéter la question? Elle était un peu longue. Tu sais, parfois dans la vie… Parce que j'étais en train de chercher qui était Léna et je me souviens maintenant. Parce que comme elle est partie assez vite… Oui, voilà. Mais comme elle est partie assez parfois rapidement. Dans la vie, tu sais, on rencontre quelqu'un. Ok, c'est pas officiel. On se dit pas je suis en couple. Oui. Donc on peut faire d'autres projets comme la Villa des Cœurs Brisés. Bien sûr. Mais cette personne, on l'a quand même en tête. Oui. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps chaque saison, j'ai remarqué. Hein. Oui, et puis chaque vie, j'ai envie de te dire. Oui. Je pense que ça n'est pas toutes et tous arrivé, mais c'est arrivé à pas mal de personnes. Ça m'est arrivé également à moi. Je trouve ça finalement assez, encore une fois, juste et authentique.
Il y a un temps pour rencontrer, il y a un temps pour se mettre en couple. Et peut-être que Léna, à ce moment-là, c'était le temps de rencontrer cet homme, mais ce n'était pas le temps pour elle de se mettre en couple avec lui. Peut-être qu'elle avait besoin de vivre cette aventure, peut-être qu'elle avait besoin de comprendre en prenant du recul ce qu'elle ressentait pour lui, peut-être simplement qu'elle avait cette envie de vivre ce qu'elle avait à vivre et d'accomplir ce qu'elle avait à accomplir pour finalement pouvoir revenir dans les bonnes dispositions. Emma Cateman, tu la connaissais? Là, on va passer au cœur brisé. Non, je ne la connaissais pas. Pour le coup, tout feu, tout flamme, hein, Emma Cateman. Hein. Alors moi, je ne sais pas ce que tu entends par tout feu, tout flamme, mais moi j'ai surtout rencontré un être d'une sensibilité à fleur de peau incroyable. À fleur de peau ou extrême? Est-ce qu'on peut être trop sensible? Parce que c'est ce qui lui a été reproché dans ses précédentes aventures. Elle pleure beaucoup. Emma pleure beaucoup. Est-ce qu'on reproche à quelqu'un de rire beaucoup? Non. Je crois pas. Donc si elle pleure beaucoup, c'est qu'elle a un certainement gros sur la patate et qu'il y a beaucoup de choses à évacuer. Donc moi je le respecte, ça me choque pas. Alors, je déteste les gens qui pleurent pour pleurer, évidemment. Mais chez Emma, c'est purement sincère. On ne peut pas remettre en question du tout la sincérité des larmes d'Emma, ça je te le garantis. Non, je ne crois pas qu'on soit trop sensible. Je pense qu'il n'y a pas trop d'amour, il n'y a pas trop de sensibilité, il n'y a pas trop de générosité, il n'y a pas trop de gentillesse. Ça pour moi, c'est une drôle de manière de penser. Je pense en effet que Emma est extrême. Elle l'est totalement dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'être déçue, dans sa façon d'être triste, dans sa façon d'être en colère. Elle est dans l'extrême. Et c'est assez courant à son jeune âge, j'ai envie de te dire, et surtout dans le milieu de la télé-réalité, d'avoir des caractères comme ça, assez excessifs, assez extrêmes, assez paradoxaux ou contradictoires. Et mon rôle aussi, et c'est ce qu'ils espèrent un peu en venant, c'est aussi de les rééquilibrer un peu et de les remettre un peu sur la voie du milieu. Ça ne marche pas toujours. Mais j'essaye. Et puis c'était tendu, je me souviens de la table ronde avec Nicolas Ferrero. Ah oui. Elle avait besoin, oui. Je vais utiliser un terme très fort, mais de vomir son histoire. C'est exactement ça. Tu l'as très bien dit, le terme est très bien choisi, tu disais que les mots étaient importants et c'est le bon choix de vocabulaire. Elle a besoin de cracher cette émotion qu'elle avait encore sur le cœur. Alors moi j'ai compris après quand même que leur histoire n'avait pas été... très abouti. Oui, voilà. Mais parce que ce qui aurait peut-être été, entre guillemets... Mais elle aime très vite, elle considère très vite, elle est en relation très vite, si tu veux. Donc elle, 8 jours ou 2 ans, c'est pas pareil, mais elle s'investit, vraiment, elle s'engage. Donc, et pour le coup, Nico, je l'ai trouvé, au final, à l'écoute de cette colère. Oui, puis tu as vu ce qu'il a fait, la manière dont il s'est levé, dont il s'est adressé à elle, et j'ai trouvé que ça demandait une humilité et une certaine classe. Et à son âge, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui sont beaucoup plus dans l'ego, beaucoup plus dans la fierté, ou beaucoup plus dans la bêtise, pardon, et qui auraient balayé ça de la main en disant « Mais attends, tu t'es emballé, cocotte, laisse-moi tranquille ». J'ai trouvé qu'il avait fait preuve de beaucoup d'éducation. Anissa, cœur brisé, célibataire depuis 81 jours, avec de sacrés bagages de vie. Oui. Également. Malheureusement pour elle, oui. Malheureusement pour elle, tout à fait. Comment tu as appréhendé, Lucie, en tant que love coach, au travers de coaching, d'échanges filmés, une problématique aussi lourde? Elle a été abandonnée, placée en pouponnière, placée en foyer, elle s'est sentie pas aimée également. Elle a peut-être parfois été maltraitée. Mal aimée. Elle a parlé également de maltraitance. Ça doit être difficile aux yeux de tous pour toi de traiter des problématiques comme ça. Ah, il faut savoir que c'est des problématiques que je traite moi en cabinet. Donc c'est pas quelque chose d'inhabituel, d'effrayant ou de déstabilisant pour moi. En revanche, le lieu de la Villa du Cœur Brisé, cette aventure, je suis persuadée que c'était une problématique qui était trop lourde. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous beaucoup aimé Anissa et on s'est tous beaucoup emballés quand on l'a rencontrée et quand on a décidé qu'elle intègre la Villa du Cœur Brisé. Alors, c'est pas moi qui le décide, même si je donne mon avis, etc. Mais moi, j'étais très emballée à l'idée de rencontrer cette jeune fille. Et je pense que j'ai fait l'erreur de m'emballer beaucoup sur la personnalité et l'envie de l'accompagner, sans tenir compte de la réalité, en effet, de ce bagage. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le bagage, en fait, qui est important. C'est comment elle vit, ce bagage. Parce que tu sais, tu peux avoir vécu des choses terribles, et elle est bien. Et tu peux avoir vécu des choses qui vont te paraître à toi un peu anodines ou légères, et elle est très mal. Donc en fait, ce n'est pas l'événement qui fait le traumatisme, c'est comment toi tu le regardes, comment tu le vis, comment tu l'appréhendes et comment tu le vis après. C'est la perception. Et comment tu es accompagné ou pas, ou soutenu après ou pas. Et en fait, moi, là, je pense que j'ai manqué de discernement en ne voyant pas à quel point chez Anissa, c'était encore profond et actuel. Voilà. Et une des choses qui m'a le plus frappée, mais littéralement, parce que ça m'a frappée même physiquement,
elle ne m'a pas frappée, c'est son regard. Et la noirceur de son regard. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré cette jeune femme, en vrai, puisque je ne les rencontre toutes et tous qu'au moment de la table ronde, c'est-à-dire quand je leur dis bonjour en arrivant dans la villa, c'est très important pour moi de ne pas les voir avant. La noirceur du regard d'Anissa m'a pas déstabilisée, mais m'a transpercée littéralement. Et je me suis dit, cette jeune femme, elle a encore en elle toute la violence qu'elle a subie. Et là, je me suis dit, ça va être dur. Et ça a été dur. Notre état peut être visible au travers de nos pupilles, au travers de notre ben, regard. alors, pas chez tout le monde, mais chez elle très clairement. Chez Anissa, ça se voit très fort. Très très fort. Et quand on est dans un état encore trop présent de son passé et qu'on se rapproche peut-être de quelqu'un qui a aussi un très lourd passé comme Joyzy, est-ce que ça peut aider ou est-ce qu'au contraire ça peut faire plus d'étincelles que ce qu'il ne faudrait? C'est qui tout double. Et je sais, pour le coup, pendant la table ronde, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je demande à Joyzy à un moment donné de se rapprocher d'Anissa et de lui prendre la main. Oui. Je ne leur explique pas pourquoi. Mais moi, à ce moment-là, je sens que ces deux-là ont besoin d'être l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose qui n'a pas été monté, mais ça déclenche une crise d'angoisse chez Joyzy. J'ai dû intervenir. Moi, je suis sauveteur secouriste sur la Croix-Rouge. J'ai dû intervenir. C'est-à-dire crise d'angoisse, ça Une s'est crise manifesté d'angoisse comment? qui a provoqué une crise de tétanie. C'est-à-dire Il s'est trembler, retrouvé du mal à respirer. il a même convulsé, il était recroquevillé sur lui, avec les muscles hyper tendus, une difficulté respiratoire, etc., etc. Donc je suis intervenue, l'infirmière du tournage est intervenue, etc. On a dû couper le tournage pendant à peu près 3/4 d'heure. Parce que Joyzy est d'une grande sensibilité et c'est une vraie éponge émotionnelle, donc il a tout de suite senti ce qui s'était passé chez Anissa. Pour autant, je n'ai pas regretté de les avoir mis l'un à côté de l'autre. Parce que je savais que de toute façon, la vie les avait réunis dans l'émission et que je le fasse maintenant ou que ça se fasse après, ça se ferait. Je savais qu'ils avaient quelque chose à vivre. Peu importe le temps, peu importe la qualité, peu importe la profondeur, ils étaient faits pour se rencontrer à ce moment-là et pour déclencher quelque chose chez l'un et chez l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce que leur histoire a donné, c'était qui tout double. Soit ils s'en servaient pour grandir ensemble, soit ça les abîmait et ça les détruisait. Et dans l'aventure, on a la réponse. Camille Froment, également, Oui. très lourde histoire. Oui. En plus, histoire récente. Oui. Donc c'était tout frais Oui. pour elle. Ça venait de se passer. Et Ah bah c'était oui. même encore un peu en cours. Ça venait de se passer. Sa problématique, c'est je suis détruite. Oui, littéralement. Voilà, elle vient en plus d'être maman depuis peu. Oui. L'homme qu'elle aimait, l'homme avec qui elle était, l'homme avec qui elle conçoit, cet enfant, il y a des problèmes dans le couple. Donc au moment de l'arrivée d'un enfant, j'imagine que tu te sens peut-être encore plus perdu, abandonné. Tu te poses encore plus de Le questions. postpartum, c'est une période très sensible pour la femme. Hein. C'est une Pour l'homme dépression. aussi. Une fois Alors, qu'on le devient maman, postpartum, c'est le moment après l'accouchement. La dépression s'appelle la dépression du postpartum. Le postpartum, c'est juste le moment après l'accouchement. Ça peut très bien se vivre, ça peut très mal se vivre. Mais ça peut très bien se vivre, malgré tout, tu es quand même plus sensible. Il y a un bouleversement hormonal, un bouleversement physique, un bouleversement émotionnel et psychologique. Donc, je ne peux pas comprendre qu'une personne, quelle qu'elle soit, n'ait pas la considération, le respect, l'amour, l'attention de prendre soin d'une femme à ce moment-là. Je ne comprends pas. Et voire même au contraire. D'avoir un comportement totalement contraire d'abord à l'éthique et au respect d'une relation sentimentale, encore plus dans un moment pareil. C'est quoi, en tant qu'homme, en tant que père de famille, c'est une protection, c'est une façon de fuir, de ne pas vouloir affronter une réalité. De mal se comporter avec sa femme, qui Comment vient tu d'avoir un l'analyses? enfant, comme une pure lâcheté et une pure malveillance. Comme une pure lâcheté et une pure malveillance. C'est-à-dire, moi, je ne trouve pas d'excuses aux personnes. Je donne des explications, c'est très différent. Et je dis souvent à mes clientes, pour le coup, parce que j'ai quand même une majorité de femmes qui viennent me rencontrer en cabinet, là, ce que vous me dites de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que j'ai des couples aussi bien hétéros que homo, même si je déteste le terme, mais qui me disent, oui, cette personne, oui, mais elle a grandi dans la difficulté, oui, mais son père... Ça, ce sont des explications. Ce sont des explications. Ce ne sont pas des justifications des actes. C'est-à-dire que Camille essayait de trouver des justifications. Alors, je ne sais pas si Camille trouvait des justifications. Ce que je veux dire, simplement, c'est que parce que quelqu'un a subi une maltraitance, a été malheureux, cela ne donne pas le droit de se défouler sur nous. Ça peut expliquer, encore une fois, mais ce ne sont pas des circonstances atténuantes, ce ne sont pas des excuses pour faire du mal. On peut toujours choisir la direction. Moi, je dis, il y a une image qui me plaît beaucoup, qui dit que dans la vie, sur le chemin de notre vie, il y aura toujours des pierres. C'est toi qui choisis si tu en fais un mur, comme semble l'avoir fait cet homme, ou un pont. Mais c'est toi qui choisis. On ne subit pas les choses. Hein. On vit ce qu'on a à vivre et on en fait ce que l'on décide. Sans m'étendre,
J'ai eu un passé et une enfance extrêmement durs. Extrêmement durs. Toi, Lucie. Oui, moi. J'aurais très bien pu, en effet, suivre le chemin facile d'un schéma de répétition, de la victimisation, de ne pas travailler sur moi et de devenir la personne en me laissant balloter que je serais devenue. Eh bien moi, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai choisi d'aller en thérapie. Et j'ai fait 7 ans d'analyse à hauteur de 3 fois par semaine. Et j'ai vu des hypnothérapeutes, et j'ai vu des acupuncteurs, et j'ai travaillé sur moi, et j'ai lu, et j'ai fait des stages, et j'ai assisté à des conférences. C'est un choix, c'est un choix. Et ce n'est pas une question de courage, c'est une question de décision. Est-ce que tu veux nourrir en toi la part sombre, ou est-ce que tu veux nourrir en toi la part lumineuse? C'est un choix, quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit le passé. Donc pour moi, ce que les gens ont vécu, s'ils font subir des choses malveillantes aux autres, ça donne une explication de pourquoi ils le font, mais ça n'est pas une excuse. Donc ça reste inacceptable et inexcusable. On parle beaucoup d'amour, je me permets cette question, et si tu ne veux pas y répondre, Lucie, tu te sens très à l'aise, hein, ça fait 7 ans maintenant. Je suis très à l'aise avec toi. Est-ce que toi, tu te sentais aimée de ta naissance jusqu'à tes 16 ans? Aimée, oui, sans aucune condition. J'ai été extrêmement aimée. La problématique n'est pas venue du manque d'amour. La problématique est venue de, alors je ne dirais pas laquelle, mais de la violence, de la peur, de la terreur et de l'insécurité absolue dans laquelle j'ai grandi. Mais pas du manque d'amour, en revanche. Du manque peut-être en effet d'estime. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la sensation, de la part d'un de mes 2 parents, et je ne dirais pas lequel, de fierté, de considération, de respect. Je me rappelle de scènes où je disais quelque chose, et ce parent en question me disait « Mais c'est toi qui as dit ça? Mais en fait, tu peux être intelligente, tu vois, quand tu fais des efforts. » Voilà. C'est une toute petite anecdote et un tout petit détail. Donc le manque de considération, oui. Le manque d'amour, non. Je suis certaine de ne pas avoir manqué d'amour. Donc les mots, ça marque. Ah oui. Tu sais, je peux me permettre? Oui, 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 bien sûr. En plus, c'est un de mes livres, donc j'ai le droit, entre guillemets. Tu fais ce que tu veux. Voilà, regarde, hop. Tu peux prendre cette feuille? Oui, Est-ce que tu m'autorises, et c'est que pour la démonstration, Oui. à te dire quelque chose de méchant? oui. T'es un sale type. Est-ce que tu peux faire sur cette feuille, la broyer, avec la sensation que tu ressens quand on te dit quelque chose de méchant? Très bien. Ça, c'est ce que tu ressens quand je t'attaque, quand je t'insulte, quand je suis malveillante ou quand je te maltraite en te disant « tu es un sale type ». Ce que je ne pense évidemment pas. Je vais te demander pardon, parce que je suis quand même quelqu'un d'éduqué, je vais te dire « je te demande pardon ». Donc tu vas ouvrir la feuille, parce que je te demande pardon, ça répare. Est-ce que tu es capable de me remettre la feuille complètement à plat comme elle l'était dans le livre il y a 2 minutes? Non, je suis incapable, ou alors ça me prendra énormément de temps parce que je me dis qu'il faudrait que je prenne des sacrés gros dictionnaires et ça marcherait prendra pas. plusieurs semaines. Alors moi, je l'ai testé. J'ai même testé avec un fer à repasser entre 2 trucs, etc. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que les mots, il ne faut pas oublier, ce sont comme des balles d'un fusil ou d'un pistolet. Une fois qu'ils sont sortis, une fois qu'ils ont froissé la personne, qu'ils lui ont fait du mal, tu peux demander pardon, tu peux réparer, tu peux supplier, tu peux dire que tu ne le pensais pas. La personne, elle va se remettre à peu près droite pour continuer son chemin. Mais c'est fini, elle ne sera plus jamais lisse comme avant. Alors, Plus jamais. merci pour cette métaphore et puis cette mise en pratique parce que ça me fait comprendre beaucoup plus de choses. Mais cet état-là, c'est pas un état aussi, je passe un peu du coq à l'âne, excusez-moi, mais c'est pas un état qu'on connaît un peu tous aussi avec les réseaux sociaux. Bien sûr que si. Parce que c'est-à-dire que on se protège Oui. dans nos vies. Mais tout un chacun, et je parle pas de célébrité, pas célébrité, on s'en fout tout le monde sur les Tout le réseaux monde. sociaux à partir du moment où les gens voient ce qu'on poste et peuvent nous parler et nous atteindre. Est-ce qu'on ne peut pas tous se retrouver comme Si. ça? Tous. C'est pour ça que tu disais les mots ont une importance et je te disais que les mots ont une énorme importance. Ils ont un impact sur notre âme, sur notre cœur, sur notre corps surtout. Et c'est un impact indélébile que tu peux... En effet, c'était comme ça quand je t'ai dit sale type. Et parce que tu as des amis derrière qui vont te dire que non, parce que je vais m'excuser, parce que tu vas aller marcher dans la forêt 1 heure ou que tu vas te regarder dans un miroir et tu vas te dire elle est con, celle-là, elle a tort. Tu vas revenir comme ça. Mais tu es quand même plus bancal qu'au départ. Tu es plus lisse. Tu as été impacté, tu as été touché. Celle qui a été très impactée par son enfance, son adolescence, et malheureusement c'est un fléau aujourd'hui, c'est Carla Talon. Oui, qui a subi le harcèlement. Qui a Et subi c'est- le j'ai- harcèlement. J'ai trouvé très courageux qu'elle vienne en parler parce que c'est quelque chose d'extrêmement... Ça a toujours existé, mais on en parle beaucoup aujourd'hui Bien et sûr. fort heureusement. Et puis, alors, je ne pense pas qu'il y a un harcèlement ou un cyberharcèlement qui soit
plus important, plus impactant qu'un autre, parce que comme tu disais, chacun le vit avec sa propre perception et son histoire de vie. Mais elle, c'est sous fond de sexualité. Quand on est adolescente, quand tu sais, dans la cour de récré, on te dit que tu es une salope, que tu es une pute, parce que tu te rapproches de garçons, peut-être parce que tu es peut-être plus formé que d'autres aussi à ce moment-là. Et en marquant son numéro de téléphone. Je sais, je connais son histoire. Alors, par contre, si je puis me permettre, en revanche, si je puis me permettre, tu disais il n'y a pas de cyberharcèlement qui soit plus grave qu'un autre. Alors, il n'y a pas de cyberharcèlement qui soit plus grave qu'un autre d'un point de vue psychologique parce que l'impact dépend de la personne. Par contre, il y a du cyberharcèlement qui sont plus graves que d'autres parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans un état de loi. Dans les infractions, tout à fait. Pardon, mais quand on fait preuve de racisme, d'homophobie, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un état de loi. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent parler, attaquer, se défouler, parce que pour moi c'est du défoulement, de lâcheté absolue, de manière impunie. C'est faux. J'aimerais rappeler à toutes ces personnes qui sur les réseaux sociaux se permettent d'écrire la cachée derrière leur ordinateur que non seulement ils font ça, et que ça pourrait arriver à des membres de leur famille ou à eux-mêmes, mais que surtout c'est interdit et que c'est puni par la loi. Comment on se protège de tout ça? Comment elle pouvait se protéger, Carla Talon, quand elle était adolescente, de son harcèlement au collège? Alors, il y a des moyens, heureusement, qui sont mis à disposition. De plus en plus, à notre époque, c'est reconnu et on y fait attention, mais encore pas assez du tout. Dans l'idéal et dans un monde de théorie, en parlant, en dénonçant, en portant plainte, en se faisant soutenir psychologiquement, en demandant le soutien de son entourage et en le dénonçant également auprès du collège ou du lycée, je ne sais plus à quelle époque exactement c'était. Il n'y a que comme ça, mais même comme ça, malheureusement parfois, et je pense que malheureusement tu le sais à tes dépens, ça ne suffit pas. C'est ça qui est extraordinaire dans le mauvais sens du terme et incroyable et inacceptable. Parfois même, ça ne suffit pas. Tu l'as déjà connu, toi, le harcèlement, le cyberharcèlement, Lucie? Non, pas du tout. Alors, j'ai eu, je pense, comme tout le monde, mes petits trollers, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, les haters, là. Surtout au début, la 2e et la 3e année. Depuis, ils m'ont un peu oublié. Et je me rappelle, c'était donc la 2e ou 3e année. La première fois, quand j'ai ouvert, je crois que c'était Instagram ou Facebook, je ne sais plus à l'époque, et que j'ai vu ça, mais pour moi, je ne savais pas ce que c'était un troller. Hein. Je ne savais pas que des gens, ils en faisaient leur métier, tu vois ce que je veux dire? On dirait que c'est leur nourriture, en fait. Donc je me suis dit, il y a vraiment des gens qui pensent. Puis on m'attaquait sur tout, hein. Sur mon physique, sur mon fils, sur mon mari, sur mon métier, sur mes robes, sur tout, mes dents, tout. Je me suis pris ça vraiment en pleine gueule, sans filtre. J'étais absolument pas préparée. Pendant 3 jours, mais j'en suis devenue folle. J'ai répondu, j'ai attaqué, j'ai fait tout ce que je n'aurais pas dû faire et tout ce que je ne suis pas en plus. Mais c'est fou comme ça peut révéler chez quelqu'un quelque chose d'hors norme. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou comme le mal parfois peut te conduire à choisir même momentanément le côté obscur de la force. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment donné, je me dis, il ne faut pas que je reste seule avec ça. Et donc j'ai appelé TF1. Et je leur ai dit, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui se passe. Et là, ils m'ont pris en charge. Voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut réagir, voilà ce qu'il faut faire, pas faire, machin, etc. Et ça m'a beaucoup aidé d'en parler. Et depuis, je réponds plus du tout. Je m'en fous. Bon, alors déjà, il y en a moins, en effet, mais je réponds plus. Et peut-être qu'il y en a moins parce que je réponds plus, d'ailleurs. Parce que je pense que quand tu... C'est ce que je dis, en fait, à mes amis et à mes clients. Si vous êtes un mur lisse, on ne peut pas vous escalader. N'ayez pas de prise. Parce que c'est là que ça donne de l'emprise. Mais comment ne répondez faire? pas. Comment ne faire? répondez C'est dur pas. de se faire violence. Tu réponds pas. Tu signales, tu bloques, tu réponds pas. C'est tout. C'est très dur, mais c'est la seule solution. C'est la seule solution, Sam. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu réponds à ces gens, c'est comme si tu me disais je voudrais que ce ruisseau arrête de couler. C'est sa nature. Il coulera toujours. Quand bien même tu peux le barrer, il va trouver un autre chemin. Je suis d'accord avec toi, mais quand bien même tout ce que tu lis est faux, quand bien même c'est persistant, quand bien même ça fait des semaines, c'est dur de rester, tu sais, dans cette ligne de conduite tout le temps. Mais c'est pas une ligne de conduite. C'est là où peut-être que ça va te rendre les choses plus faciles. C'est pas une ligne de conduite, c'est une solution. C'est la seule solution, Sam. C'est la seule. C'est-à-dire que la ligne de conduite, c'est de te dire c'est faux, je n'adhère pas. Et si tu as besoin de répondre, fais-le sur un cahier, écris sur ton téléphone, hurle à ta fenêtre ou tape dans un coussin si ça te fait du bien. Réponds parce que tu as peut-être besoin de l'exprimer. Mais ne réponds pas à la personne, parce que si tu réponds à la personne, tu as affaire à un scorpion. Sa nature, c'est de piquer. Qu'est-ce qu'il va faire si tu lui réponds? Piquer plus fort, piquer. Lui, il n'a que ça à foutre. Sa seule énergie, elle est dédiée à ça. Tu perdras, pas contre lui,
mais contre son temps, son énergie et tout l'investissement qu'il va mettre dedans. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de salir avec de la couleur, Carla Talon, pendant ton Oui. coaching? Exactement. C'était une façon de montrer encore une fois que ça a un impact, qu'on peut s'en laver, mais que les attaques, en effet, elles peuvent être... j'aurais pu choisir en effet du noir, je voulais de la couleur, parce qu'en fait, les attaques, tu peux les transcender. Moi, je prends toujours l'exemple du lotus, qui est la seule fleur au monde qui pousse dans la boue, littéralement. Elle pousse dans le noir, dans le sale, dans la vase, dans le marécage. Et elle fait une des fleurs les plus parfaites, belles et immaculées du monde. Tu peux avoir grandi dans la boue et tu peux faire du beau. C'est ce que je voulais lui montrer. Ces attaques, elles ont été noires, mais c'est aussi de la couleur qu'on lui a jetée parce qu'on l'a inspirée. Enfin, en tout cas, elle a décidé, elle aurait pu choisir de devenir elle-même méchante, mauvaise ou harceleuse ou que sais-je. Mais tu peux aussi choisir de mettre de la couleur et de dire, grâce à ça, je vais aider d'autres personnes, ou je vais apprendre à me défendre, ou que sais-je, ou je vais devenir plus distante vis-à-vis de tout ça. Encore une fois, c'est une question de choix, et ce choix, tu l'as toujours. Cassandra Julia. Ça... Tu te expliques pourquoi on rigole ou pas? Oui, on peut... En gros, il y a une coupe parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'à chaque fois, on bute sur Cassandra Julia uniquement parce qu'il y a un problème de micro avec À chaque fois, il y Lucie. a eu un problème technique à chaque fois. Et ça arrive à chaque fois au moment où je vais dire Cassandra Julia, tu la connais bien parce qu'elle a participé 3 fois à la Villa des Cabrioles. C'est bon, tout va bien, on peut continuer? Bon, Ah, tu nickel. vois, c'est la 3e fois, c'était la bonne. Et là, c'est la J'espère que ce sera le cas pour Cassandra aussi, d'ailleurs. Eh ben, je te laisse nous dire pourquoi 3 fois, Mais, comment tu l'as vu, comment tu l'as pris. Ouais, mais tu vois, si tu peux me permettre, avant de répondre à ta question, j'ai su qu'elle avait été très critiquée parce que c'est la 3e fois qu'elle venait. Ah oui, j'ai vu ça. Mais qui sont ces gens? Pardon, mais à un moment donné, enfin, je suis très tolérante, mais il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment on peut oser critiquer quelqu'un qui va mal et qui fait le choix d'avoir le courage de revenir et donc d'assumer de ne pas avoir réussi et qui tombe 7 fois mais se relève 8. Je ne comprends pas. Et donc je souhaite dire que moi, je suis très admirative et fière du courage de Cassandra d'être encore revenue et de ne pas lâcher. Tu as totalement raison. Comme certains s'avancent à le dire sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était risqué pour Cassandra de se rapprocher de Giovanni? Certains font la comparaison entre Giovanni et son ex Théo. Alors non, la comparaison n'est pas comparable. C'est pas du tout français ce que je veux dire, mais je pense que c'est clair dans On a l'image compris. de tout le monde. Non, la comparaison n'est pas possible du tout. Je ne dirai pas pourquoi, mais crois-moi sur parole et croyez-moi sur parole. Simplement, c'était risqué. Pourquoi? Parce que Giovanni, il le dit et il l'assume, c'est un séducteur, un vrai. Et je pense qu'il a eu quand même beaucoup de respect pour Cassandra et qu'il a fait très attention à elle et qu'il était très concerné par son bien-être et son mal-être. Très. Je pense pas, je le sais même, parce qu'il m'en a parlé pour le coup en off, il a été très mal, il m'a posé des questions, il m'a demandé de l'aide sur comment il pouvait l'accompagner au mieux, etc., etc. Mais c'était risqué parce que ça reste quand même quelqu'un de très vivant, qui aime s'amuser avec ses potes, qui aime flirter avec le risque, qui aime séduire, qui aime rire, qui aime rencontrer, sociabiliser, etc. Et pour quelqu'un comme Cassandra qui sort de la relation dans laquelle elle est et qui a le passé qu'elle a, c'était évidemment quelqu'un de risqué. Mais tu sais qu'en amour, le risque, on s'en fout, on y va. En fait, ils sont bien gentils ces gens, mais tu décides toi de qui tu tombes amoureux, moi pas. J'y vais, c'est tout. Après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, c'est la vie et toi qui en décidez, mais certainement pas de décider du sentiment amoureux. Elle s'est rapprochée de lui parce qu'elle a senti une connexion avec lui tout simplement. Et alors moi j'ai adoré la séquence qui a tourné de partout sur les réseaux sociaux de votre coaching. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Vous sentez du cœur, hein, t'as vu? Ah oui. Mais même Pourtant, toi, tu lui as donné l'exemple. Ah ben, tu sais, elle a marqué en story, donc là je l'ai su, même si je ne suis pas beaucoup les réseaux sociaux, elle a marqué en story, Lucie s'est permise d'être dure avec moi parce que ça fait 3 ans, machin. Bon, je te le dis, Cassandra, hein, ça aurait été la première saison, j'aurais été dure avec toi de la même manière, parce que c'est la bienveillance pour moi d'être dure parfois parce que je sens que c'est ce qui est nécessaire. J'ai été dure surtout avec elle parce que je sens qu'à ce moment-là, c'est une petite fille vulnérable qui n'ose pas exprimer sa douleur et la légitimité de sa colère. Et je suis dure parce que je sais qu'en étant dure et en la poussant, je vais faire monter cette colère que j'ai besoin qu'elle sorte. J'ai besoin qu'elle la crache, qu'elle la hurle. Donc en effet, je pousse jusqu'à ce qu'elle craque. Et je pense que... Et tu crois que j'étais un peu inclus dans ce va se faire foutre tellement il en avait marre que je la pousse. Si ça se trouve, elle a fait pas se faire foutre. Toi aussi. Donc ça veut dire que nous aussi à notre niveau, bon chez nous en faisant quand même attention aux voisins, on peut l'extérioriser si vraiment on est mal, on peut se mettre à crier dans un coussin. Bien sûr. Alors, il y a quand même 2 écoles. Le cri est quelque chose, à mon sens, de très positif.
Et moi, pendant longtemps, j'ai été aussi dans l'école de dire à mon fils, par exemple, qui a maintenant presque 9 ans, si tu es en colère, tape dans un coussin. Et en fait, des études récentes ont montré que quand on tapait pour défouler sa colère, on engendrait de la violence. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Vaut mieux crier, faire un travail de respiration, aller se balader, voilà, faire des choses qui font du bien et qui permettent d'exprimer et d'extérioriser. Mais tu ne peux pas soigner de manière thérapeutique et saine la colère par de la violence physique. Donc, crier, ok, taper, non. Même un coussin. Même un coussin, on a compris. Non, j'allais dire, tu n'as pas crié avec Josie, peut-être parce que c'était pas nécessaire de crier avec Josie. Non. Et pourtant, je sais que ça fait partie c'est un candidat qui t'a marqué. Ah oui, bon, je pense qu'il a marqué tout le monde. Très honnêtement, je pense que Josie a marqué tout le monde parce qu'il est remarquable, dans tous les sens du terme. Il est remarquable par son physique, entièrement tatoué, cette gueule qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec ses yeux hyper clairs, son franc-parler, son humour, cette autodérision dont il est capable et qui est rare à son âge, cette connexion qu'il a avec le développement personnel, la psychologie, la spiritualité, son goût et son amour des autres et son envie de bienveillance, ses punchlines, enfin, il est remarquable. Et tu as remarqué qu'il se tatoue quand même, la plupart de ses tatouages sont très féeriques, comme un monde fantastique, rempli de papillons et de couleurs, alors que sa vie n'a pas été. Non. Alors c'est très marrant que tu dises ça. Je vais juste teaser parce que je ne peux pas spoiler, ce serait dommage. Ça va être un sujet de coaching, ces tatouages. Et on va parler des papillons. Ah, donc j'ai vu juste. Tu as vu très très juste. Tu as vu très très juste. Ouais. Pourquoi autant d'émotions de ta part vis-à-vis de Josie? Parce que tu en entends énormément des histoires de vie. Pourquoi? Alors, il faut savoir que tout n'est pas monté, donc tout n'est pas montré, parce qu'il y a des choses qui ne passent pas d'un point de vue de la conformité. Donc moi, j'ai entendu des choses de la bouche de Josie que les téléspectateurs n'ont pas entendues. Ce que tu veux dire par conformité, ça veut dire qu'on est sur une chaîne de grande écoute, et voilà. une heure de grande écoute, Voilà. qu'il y a le CSA qui contrôle, qui est un peu la police de la télévision, Je te remercie. et que tout ne peut pas être dit à cette heure-ci. Mais c'est même pas ça, parce que des histoires dures, j'en entends tous les jours. Parfois même sordides, glauques, abominables. Et c'est marrant parce que tu vois, en me posant cette question, tu me fais remonter l'émotion que j'avais avec ce garçon. Donc j'essaie de me replonger, je sais. C'est pas son histoire, c'est lui. En fait, je pense que j'ai fait ce qu'on appelle en psychologie un contre-transfert. Un transfert et contre-transfert en psychologie, c'est quoi? C'est quand on s'identifie à l'autre. Le patient s'identifie au thérapeute, le thérapeute s'identifie au patient. Je pense que j'ai fait un petit contre-transfert avec lui. C'est pas possible. Tu peux aller voir, Antoine. Est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît, qu'on est en train de travailler? C'est énorme. C'est un truc de fou quand même. Non, mais alors, c'est très courant, quand tu vas sur des choses un peu intenses énergétiquement, que les énergies autour soient très agitées. Ça arrive très souvent. Qu'il y ait des coupures d'électricité, des problèmes, ça arrive très souvent. Quand tu vas un peu dans du profond, ils se sont ça fait ça. Ils ont cru que c'était la lumière. Ah ben super. Bah tu vois, j'en étais sûr. C'était de la lumière, mais pas de la lumière. Voilà, non, pas la bonne. Pas la bonne. Donc on se remet dans notre truc. Ouais. Je pense que, voilà. tu sais, le contre-transfert, voilà, c'est... Je pense que je me suis, de manière très humble, reconnue un peu dans les mots de Josie, non pas dans son histoire, parce que notre histoire n'a rien en commun. En revanche, dans son envie, mais vitale, viscérale, et énorme, et même qui le dépasse et qui l'entraîne, de vivre malgré tout, de saisir la vie, de grandir, de guérir, d'évoluer pour le bien. Je pense que c'est ça qui m'a tant émue. C'est possible que Josie ait récupéré le passé de sa propre mère en grandissant, en devenant un homme? Qu'est-ce que tu entends par là? Le récupérer comment? Récupérer de façon négative les bagages de sa mère, en fait. Le côté toxique d'une mère qui pouvait peut-être prendre des substances, c'est ce qu'il explique. Oui, je pense pas. Je pense pas. Je pense que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, mais je pense que l'on peut, encore une fois, choisir d'adhérer au schéma familial, donc laisser la psychogénéalogie transiter par nous, ou qu'on peut en effet transcender ça en autre chose. Je pense qu'il y a forcément, en effet, une part de la maman de Josie dans Josie, comme il y a une part de mes parents en moi, et fort heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a de très belles choses chez mes parents, et notamment un des deux. Mais je crois sincèrement que même si tu hérites de certains gènes, même si tu hérites de tempérament, etc.,
tu nais avec ta propre essence. C'est toi, t'es un chêne, soit t'es un marronnier, soit t'es je sais pas, un pin ou un cocotier, et que tes parents ne font que faire partie de la sève qui coule, mais c'est toi qui décides malgré tout de comment tu grandis. Donc même s'il a récupéré une part, je n'ai pas senti de toxicité chez lui. Nico Ferrero, tiens. Nico Ferrero, il y avait beaucoup qui avaient dit que c'était une plante verte. On l'a dit dans Les Princes de l'amour. Moi, quand il est arrivé dans la Villa des Cœurs Brisés, j'ai dit ça suffit, maintenant c'est un cactus. Je l'avais dit sur le plateau d'Aja. Exactement. Voilà, parce Bravo. que j'ai l'impression qu'il n'a jamais été une plante verte, mais qu'il avait besoin d'avoir un déblocage. Il te le dit d'ailleurs, il le dit. J'attends de cette aventure que Lucie m'aide à me débloquer. Me débloque. Mais débloquer quoi? Mais en fait, personne n'est, je vais répondre bien sûr, mais personne n'est une plante verte. Les gens que l'on considère comme des plantes vertes, c'est parce qu'on n'a pas l'intelligence et donc on a la bêtise de les avoir mis dans des pots et de ne pas leur avoir laissé l'espace de s'enraciner et d'évoluer, de grandir comme il se doit. C'est nous qui faisons par notre regard des gens des plantes vertes, parce qu'on n'a pas, encore une fois, la sagesse, l'amour, l'intention de découvrir qui ils sont. C'est très facile de rester en surface. Le déblocage, c'est la masculinité et le regard sur la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Pour Nicolas, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à dire Nico, j'ai souvent appelé Nicolas, mais je me reprenais, je disais Nico parce que c'est comme ça qu'il aime bien qu'on l'appelle. Nico, si tu veux, c'est un garçon qui a manqué d'un père, et c'est un garçon qui avait peur de ne pas pouvoir être un homme parce qu'il avait manqué de l'exemple paternel. Et comme je lui ai dit pendant le coaching, c'est pas le père, c'est pas la mère qui fait l'homme ou qui fait la femme. C'est l'énergie d'amour dans laquelle on grandit qui nous permet ensuite de nourrir nos racines et de grandir dans l'identité et dans l'énergie que l'on choisit et que l'on incarne. Donc, chaque homme a de l'énergie féminine et masculine en lui. Chaque femme a de l'énergie masculine et féminine en elle. Et on joue avec cette énergie dans un cycle et dans un équilibre. Moi, par exemple, je suis une femme qui a une énorme énergie masculine. Et c'est quelque chose que j'assume et qui me va très bien. Moi, je suis un homme qui a une grande énergie féminine, je crois. Et c'est très chouette. Et Nicolas, et comme je pense beaucoup d'hommes aujourd'hui et peut-être de son âge, parce qu'on remet beaucoup en question le genre, la place de l'homme, la place de la femme, etc. Et c'est très bien que tout ça bouge, mais ça a aussi un effet secondaire qui n'est pas négatif, mais qui est à considérer quand même. C'est que du coup, certains hommes et certaines femmes ne savent plus trop comment se placer. Il faut simplement leur expliquer à ces hommes et à ces femmes jeunes qu'ils n'ont pas à se placer. Ils ont juste à être ou homme, ou femme, ou les deux, ou un, mais en étant un tout, parce que c'est exactement comme ça qu'on est conçu. Il n'y a pas de discussion à avoir sur la virilité, la masculinité, la féminité, la sensualité, violence, brutalité, domination, soumission. Il n'y a pas de discussion, tout ça, ça n'existe pas. Totalement d'accord. On entend beaucoup parler depuis des décennies de féminisme. Oui. Ce mot est très présent dans notre culture depuis très longtemps dans nos sociétés. On entend beaucoup moins parler de masculinisme. Oui. Et j'ai l'impression, parce que j'ai eu la chance de tomber sur un reportage formidable sur France 2, sur la virilité, qui traitait de la virilité, tu sais que c'est un fléau. Oui, c'est un fléau. Un homme, je vais être vulgaire, mais de porter ses couilles, c'est dur dans nos sociétés. Oui, pour un homme, par rapport à l'image, par rapport aux médias, par rapport à ce que doit être un homme. Et qu'est-ce que c'est au final être un homme? Qu'est-ce que c'est être viril? Beaucoup d'hommes en fait en souffrent, mais ne veulent pas se le dire. Comme s'ils n'avaient pas le droit d'en souffrir. Oui. Moi, je me rappelle, et je pense d'ailleurs que c'était suite à une interview chez toi. Je m'étais fait taper sur les doigts sur les réseaux sociaux, je me rappelle maintenant qu'on en parle, en disant ah oui, je parlais du fait que je faisais des ateliers pour les femmes, et je disais c'est pas quelque chose de féministe. Et les gens m'avaient dit ah, non. Mais le féminisme, dans sa définition pure du terme, c'est vouloir pour les femmes les mêmes droits d'égalité qu'avec les hommes. Donc, qui n'est pas féministe? Enfin, je veux dire, on va pas parler sexiste évidemment, mais de base, tout le monde est forcément féministe. Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que ce n'était pas le sujet de l'atelier que j'allais faire. Mais pour moi, ni le féminisme, ni le masculinisme ne devraient exister. Parce que, je suis désolée, mais on vit dans un pays, en l'occurrence, dans lequel il y a une constitution, les droits de l'homme, où c'est marqué que les hommes, avec un grand H, naissent libres et égaux. Donc, on a inventé un problème qui ne devrait même pas exister. C'est-à-dire qu'on a mis en opposition deux genres, deux sexes, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça comme ça, c'est-à-dire deux êtres qui étaient conçus, en tout cas biologiquement, différemment, pour des raisons sur lesquelles on va pas revenir parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est comme le problème d'homosexualité, c'est comme le problème de racisme. Pour moi, tout ça, c'est totalement contre nature, ça ne devrait même pas exister, mais l'humain,
parce que parfois il est très con, l'a fait naître. Mais c'est aussi con que le racisme. Pas oublier qu'on vient tous de l'Afrique. Tous, on est tous des homo sapiens sapiens. Sapiens, dernier sapiens voulant dire la race. On est tous genrés, non-genrés, homosexuels, hétérosexuels, parce que l'amour n'a pas de genre. Donc, potentiellement, on aime quelqu'un, qui qu'il soit et quoi qu'il soit. Et il n'y a pas d'homme contre la femme, puisque c'est ensemble que ça fonctionne, dans cette énergie masculine, dans cette énergie féminine, qui est mélangée dans les deux sexes. Donc moi, la seule chose que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a fait un problème d'un truc qui n'en est pas un. Voilà, c'est la seule chose que je veux dire. Mais c'était très intéressant. Merci pour ce complément d'information, Lucie. Yannick, célibataire depuis 204 jours. Alors Yannick, on l'a vu se marier dans Marié au premier regard sur M6, mais pas toi, certainement. Non. Pardon, mais non, toujours pas. Parce que tu regardes pas. Et pour le coup, mais alors, dès le début, tu arrives à faire ressortir ce qu'il veut te cacher. Comment tu as senti cette faille en Yannick? Ah ben là, pour le coup, c'est mon... Alors, c'est ce que je suis et c'est mon métier. Je relisais la dernière fois un article que m'avait envoyé une journaliste en disant « Ah, c'était sympa ce moment », dans lequel je disais « Mais en fait, moi, ma capacité, c'est ça. Toi, ta capacité, c'est à poser les bonnes questions et à savoir accompagner les gens à se dévoiler. Il y en a, c'est la photo, il y en a, c'est le chant, il y en a, c'est le marketing. Moi, ma capacité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis venue au monde avec ça, ou en tout cas, j'ai développé ça parce que j'aime ça. Je vois au travers des gens. Voilà, je vois au travers des gens. Je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, mais je vois au travers d'eux, pas parce que je sais mieux le faire que les autres, mais parce que ça m'intéresse passionnément. J'aime profondément ça. Donc, en effet, de manière très naturelle et spontanée, j'y vais. Et quand je regarde quelqu'un, je ne regarde pas juste ce qu'on me montre, je regarde au-delà, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'était intéressant pour toi, le coaching avec Yannick? Oui, ah ben c'est très intéressant. C'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, qui à un moment, il fait « Ouf, c'est bon, j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit d'être authentique ». C'est toujours très satisfaisant pour le coup. Ouais, ça se voit presque au niveau de sa posture, comme s'il voulait tenir... oui, un rôle. Oui. Tout à fait. Alors, ils vont arriver en cours d'aventure, mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit mot sur Laura Mara, Alan Gage et Rémi Nota. Rémi Nota qui fait son retour en télé. Hein. Très bien. Très solaire, Rémi. Très. Très souriant. Très. Beaucoup de dents. Très. Nico aussi, non? Nico aussi. Nico, mon chéri, je t'aime du fond du cœur et tu le sais, t'es un de mes coups de cœur de cette aventure. Les dents blanches, c'est très beau. Mais je te conseille une teinte en dessous, avec tout mon amour. Moi, je vais faire une teinte au-dessus et toi, tu fais une teinte en dessous. Deal. Rémi Nota aussi, il n'a pas une histoire évidente. Je la connais, moi, depuis non. Secret Story. Il est né en prison. Hein. Ouais, je ne savais pas ça, tu vois. Je ne savais pas. C'est plus qu'une histoire pas évidente. C'est-à-dire que quand tu nais en prison, il ne faut pas oublier que la vie est quand même marquée beaucoup par les symboles. Hein. C'est-à-dire que les choses ont une signification. Quand tu nais en prison, ça veut dire que tu ne nais pas libre. Tu nais déjà dans un... C'est marrant parce que j'arrête pas de faire un lapsus. Au lieu de dire né, je dis nid. Oui. Parce qu'on naît dans un nid normalement. Tu vois, comme si mon subconscient comprenait le côté archi contre nature de cette situation. Je ne savais même pas que ça se faisait d'ailleurs de faire naître un enfant en prison. Je pensais que la mère était emmenée dans une maternité et que l'enfant naissait dans une maternité, mais les enfants naissent au sein de la prison? Apparemment, ça arrive parfois. Il doit y avoir une cellule spécifique, justement, accompagnée avec des sages-femmes, des infirmières. Parce que on ne va pas discuter de l'emprisonnement. La personne qui est en prison très bien. Soit c'est un choix de la loi, c'est une décision de la loi. Mais Rémi, il n'est pas condamné, lui. Pourquoi? Enfin, je soulève une question qui n'est pas vraiment la question, mais qui est intéressante. Mais tu vois ce que je veux dire? Faire naître un enfant dans une prison, est-ce que tu te rends compte de... Enfin, on est très loin de Cendrillon et des fées qui se penchent sur le berceau, là. Parce que ça ne peut que te suivre toute ta vie. Je suis née en prison, je suis née privée de ma liberté, je suis née derrière des barreaux. Et ça ne peut que impacter les choses de manière définitive. C'est-à-dire qu'il pourra vivre avec, mais il devra vivre avec, surtout. C'est-à-dire que c'est comme les enfants adoptés, les enfants abandonnés, les enfants qui naissent en prison, etc., etc. Ça te marque à vie. Ça ne te définit pas, tu vis avec. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie, ça ne te définit pas. Mais tu dois vivre avec. Et ça reste malgré tout un fardeau très lourd. Je ne savais pas ça. Je ressens beaucoup d'empathie à ce sujet. Et Alan Gage, qu'est-ce qu'il compense
Cette question, j'avais très envie de te la poser. Qu'est-ce qu'il parce que- compense? Ouais, j'ai l'impression qu'au travers son sourire, au travers certaines vannes qu'il peut faire, au travers son butinage intensif, j'ai comme la sensation qu'il compense quelque chose. Mais je Je ne sais vais pas pas pouvoir quoi. te répondre. Je ne vais pas pouvoir te répondre parce que je ne me suis pas penchée sur son tempérament et sur sa personnalité en dehors de ce que j'ai vu de lui, teasing, parce que je l'ai rencontré dans un contexte d'accompagnement d'une autre personne. Donc je ne sais pas. En revanche, je pourrais répondre à la question de manière généraliste. C'est-à-dire que quelqu'un qui est trop dans le rire, c'est-à-dire tout le temps, parce que rire beaucoup c'est génial évidemment, rire tout le temps c'est de la diversion. Donc en effet ça cache forcément quelque chose. Quoi je ne sais pas mais ça cache quelque chose. Est-ce que je peux te faire un petit cadeau? Oui, bien sûr. Alors, j'ai une de mes anciennes élèves qui s'appelle Maud Weber qui a conçu avec sa compagne Mélissa Benoît un petit oracle du bien soi-même et qui a eu la gentillesse de me l'offrir. Et en fait, je voudrais te le donner. Et l'idée, c'est quoi? C'est que ce sont des cartes toutes simples, tu vas ouvrir. Et je t'invite à en choisir une et tu pourras le faire chaque matin si tu en as envie et ça pourra aller avec la petite tiare de Ok, gratitude. je me que permets ça de t'a lire ce touché. qu'il y a écrit quand même Je t'en prie. derrière. La vie nous emmène régulièrement sur des chemins qui n'étaient pas tout tracés ou que nous n'avions pas envisagés. Nous pouvons nous sentir perdus, surtout quand le mental et l'ego s'en mêlent et qu'il devient difficile d'écouter la voix de notre âme et se reconnecter à elle. Grâce à ces 57 cartes, retrouvez des conseils pour rétablir l'harmonie et l'équilibre dans votre vie et être enfin bien soi-même, M''AIME. Est-ce que tu veux choisir une carte? Bien sûr. Au hasard, même si Au le hasard hasard. n'existe pas. Ce sera ta carte du jour. Ce sera Je ma sais que carte tu es du sensible jour. à ça, toi. Oui, et puis surtout, en ce moment, j'en ai besoin. Parfait. Bah, à chaque fois que tu me vois, j'en ai besoin. En fait, donc, On en a tous besoin. On a tous besoin toujours d'amour et de guidance. Je sais tout de l'autre. Je plonge mon regard dans les yeux de l'autre pour découvrir son âme. Je sais ainsi ce qu'il est vraiment. C'est ce qu'on disait tout Non, à mais l'heure. c'est incroyable. Oui, oui, j'avoue, c'est assez Tu disais incroyable. quand je dis je regarde au travers les autres. Et alors, j'ai eu l'intuition, si je peux me permettre, qu'on parle de ton compagnon. C'est pas faux. Et je pense que ce serait une très bonne chose, encore une fois, si je peux me permettre, que vous vous essayiez. Alors, d'ailleurs, c'est inspiré du tantrisme. Comme quoi, c'est pas que sexuel, le tantrisme. Vous vous asseyez tous les deux l'un face à l'autre, accroupi, pas du tout accroupi, comment on dit ta position, en tailleur, Oui. et vous vous regardez juste vous regardez tous les deux. Reconnecter le regard, les yeux. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais c'est vrai. Je t'invite C'est à le marrant faire. parce que non, oui, non, mais c'est très marrant parce que en effet, je sors de quelques semaines un petit peu difficiles, voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que ce que je lui dis souvent, c'est très marrant. Déjà parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce qu'on peut voir véritablement ce qui se passe dans les pupilles? Et je tombe sur cette carte. Et je dis souvent à mon compagnon, je lui dis, regarde-moi plus souvent droit dans les yeux. Oui. Je cherche le regard. Regardez-vous tous les Et deux. j'ai l'impression que dans notre génération, on se regarde moins C'est vrai. en profondeur. C'est Et vrai. cette carte est juste folle. Elle est parfaite pour toi. Donc ce soir, Je te remercie d'avoir participé. quand je vais rentrer, je vais Ouais. lui dire, on s'assoit, c'est Lucie Ouais. qui l'a dit, Ouais. et on se regarde. Et tu verras que tu sauras tout de l'autre et qu'il saura tout de toi. Ah ben, Parce j'aime que beaucoup. toutes les réponses sont là. J'aime beaucoup. Vraiment toutes les réponses. Bah, sont là. franchement, Lucie, comme d'habitude, merci infiniment. J'ai moi gardé, qui te remercie. j'ai gardé ta pierre Mm. à côté de mon lit et ce sera très précieusement dans mon appartement chez moi. On peut te retrouver sur ton site internet www.luciemariotti.com. C'est ça. Il est super, tu as tout refait en plus J'ai dessus. tout refait là, juste il y a quelques semaines avec Yann qui est extraordinaire, qui est un développeur de talent. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site dans les mentions légales, vous trouverez ses coordonnées, il est fantastique. Et ben voilà, on va aller voir ton site. Instagram, c'est Lucie Mariotti Off. Oui. Et Facebook, c'est Lucie Mariotti Coaching. C'est ça, Voilà, si on a la moindre question, on peut t'envoyer des petits messages privés. tout à fait. Et puis vous pouvez bien sûr commenter cette interview dans la barre de commentaires juste en dessous, nous donner votre avis et nous partager aussi vos expériences personnelles. Voilà, est-ce qu'il y a une problématique qui vous a plus touché qu'une autre? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans certaines explications ou dans certaines thématiques qu'on a développées aussi avec Lucie Mariotti? Vous prenez bien soin de vous et vous pensez à vous aimer d'abord avant d'aimer les autres parce que c'est super important. L'un Oui. ne va pas sans l'autre. Il y en a pas Voilà. sans l'autre. Merci Lucie, merci à vous. Bye bye. Merci, merci.